Je remercie la FEF pour cette invitation. Je n'ai pas de conflit d'intérêts. Donc, je rappelle que la maladie de Wilson est une maladie génétique rare de transmission autosomique récessive qui est liée à l'existence d'anomalies sur le gène ATP7B. Le gène ATP7B, je le rappelle, produit une protéine qui permet le routage du cuivre, qui est un élément trace essentiel à la survie. Une maladie métabolique qui est à l'origine d'une accumulation du cuivre toxique dans l'organisme, initialement dans le foie, puis en dehors du foie, dans le cerveau en particulier et dans l'œil. C'est une maladie pour laquelle il existe déjà depuis plus de 50 ans des traitements. Alors, la maladie a été décrite il y a maintenant plus d'un siècle dans la publication initiale. Il était décrit 4 patients d'une même famille avec des mouvements anormaux associés à une cirrhose. Les éléments clés de cette publication étaient le fait que cela touchait des adultes et des jeunes enfants, d'une part. D'autre part, il y avait probablement un lien entre les lésions du foie et le cerveau, d'où l'hypothèse d'anomalie cérébrale liée à un toxique généré par le foie cirrhotique. Alors, il s'agit d'une maladie rare, orpheline, observée dans les deux sexes, sur tous les continents, essentiellement là où il y a de la consanguinité. La prévalence clinique en France est de l'ordre de 1,5 pour 100 000, ce qui fait probablement davantage selon certaines publications, ce qui fait actuellement globalement 1000 cas en France. Alors, quel est le métabolisme du cuivre ? Globalement, on absorbe à peu près 3 mg de cuivre par jour dans l'alimentation. On en a besoin de beaucoup moins, de l'ordre de 0,75 mg. Le cuivre donc arrive au niveau du système porte, puis est dirigé grâce à la TP7B. Donc, il y a un routage qui se fait vers le pôle canaliculaire biliaire, vers la bile, et puis une élimination dans les selles. Une petite partie du cuivre est liée à la céruloplasmine et passe dans la circulation générale pour les réactions enzymatiques qui interviennent dans le tissu conjonctif, la synthèse des neurotransmetteurs. En cas de dysfonction de la TP7B, le cuivre n'est plus éliminé dans la bile, il s'accumule dans le foie, il est alors éliminé, il passe dans la circulation, est éliminé dans les urines, et le cuivre, il y a une augmentation du cuivre libre toxique dans le sang, avec une accumulation dans l'œil, le cerveau et les autres organes. Alors, les présentations hépatiques et neurologiques peuvent être isolées, associées. Les présentations, c'est une présentation qui peut être polymorphe. Globalement, on peut dire que les symptômes hépatiques, comme vous voyez sur le diagramme, les symptômes hépatiques sont globalement... l'âge des symptômes hépatiques est probablement plus précoce, et est plus précoce que l'âge des symptômes neurologiques, 17 ans versus 24 ans. Globalement, on constate que 70% des patients de moins de 20 ans ont des symptômes hépatiques. J'insiste sur une chose, le fait que le délai entre les premiers symptômes et le diagnostic était globalement avant relativement plus élevé dans les formes neurologiques que dans les formes hépatiques, et que grâce à la création des centres de référence, tous ces délais entre les premiers symptômes et le diagnostic ont été considérablement diminués. Alors, la présentation hépatique est le mode de présentation le plus fréquent, et en tout cas initialement, 40% à 60% selon les différentes études. L'âge de début, donc, ce sont des enfants ou des adultes jeunes, mais je signale que 10% des patients ont été diagnostiqués à 40 ans et 6% donc après 60 ans dans la cohorte française. Donc l'âge n'est pas un critère d'exclusion. Alors, les premiers symptômes, la présentation hépatique n'est pas du tout spécifique. Il peut s'agir d'anomalies des tests hépatiques avec une banale hépatite chronique. Le plus souvent, on a une décompensation d'une cirrhose avec parfois une insuffisance hépatique sévère et une insuffisance hépatique qui peut être même fulminante. Ces tableaux d'insuffisance hépatique d'emblée très sévères avec test de Coombs négatif qui évoluent très rapidement, où ces tableaux d'insuffisance hépatique fulminante sont présents dans l'ordre d'environ 6 à 12% selon les séries, avec une nette prédominance féminine.
Quand le cuivre continue à s'accumuler de façon insidieuse, on arrive aux formes neurologiques et on constate finalement que chez tous ces patients avec des formes neurologiques, on découvre des signes de maladie chronique du foie. Dans la littérature, ils disent qu'ils ont plus de 50% des cas une cirrhose. Nous, quasiment tous nos patients avec des formes neurologiques avaient une cirrhose. En ce qui concerne les symptômes neurologiques, il peut y avoir donc des tremblements. Le plus souvent, c'est le tremblement, la dysenterie, des difficultés d'écriture, une dystonie, quelques exemples. Le tremblement, c'est le plus fréquent. Il est souvent asymétrique. Il commence d'un côté, puis finalement se généralise aux entremembres. Il est volontiers asymétrique avant de se généraliser. Quand il est proximal, il donne un aspect assez particulier en battement en aile de papillon. La dystonie, c'est une contraction soutenue de tous les muscles de façon involontaire. Elle peut être générale ou focale, et quand elle atteint le visage, elle donne un aspect très particulier avec ce rire figé, ce qu'on appelle le rire sardonique, comme vous voyez ici sur la publication. Il peut exister également un syndrome parkinsonien avec une rigidité, une lenteur des mouvements, une micrographie, une hypersalivation, des tremblements de repos, des troubles de la marche. J'insiste un petit peu sur les troubles psychiatriques qui sont présentes dans 1 tiers à 2 tiers des cas au diagnostic selon les publications. Quand les troubles psychiatriques sont présents, souvent cela entraîne un allongement pour le délai diagnostique. On constate que 20% des patients chez qui on découvre la maladie avec des formes psychiatriques, en fait, étaient déjà suivis par un psychiatre antérieurement. Les symptômes sont variés sur le plan psychiatrique. Il peut s'agir de dépression, de troubles du comportement avec des changements de personnalité, des troubles attentionnels et une irritabilité. Parfois, il s'agit tout simplement de repli sur soi chez un enfant. Alors, sur quoi repose le diagnostic ? Alors, très souvent, il y a l'histoire clinique, l'histoire familiale, avec la présence dans la famille de cas de décès de jeunes. Il peut y avoir donc l'anneau de Kayser-Fleischer, quand il est présent, c'est un dépôt de cuivre au niveau de l'œil, quand il est présent, c'est le cas il est quasiment toujours présent dans les formes neurologiques. Quand il est présent, il oriente beaucoup vers le diagnostic. Dans les formes hépatiques, il n'est présent que dans 50% des cas. L'IRM cérébral est toujours anormal dans les formes neuro et peut être anormal dans les formes hépatiques. Je rappelle que à l'IRM, on ne peut pas quantifier le cuivre. Le cuivre n'a pas les propriétés magnétiques comme pour le fer, donc on ne peut pas avoir de quantification directe. Le diagnostic se fait sur le bilan cuprique, dont je vous parlerai tout à l'heure. L'analyse génétique du gène ATP7B convient pour confirmer le diagnostic. Malheureusement, c'est un test qui est fastidieux et qui prend plus de temps, souvent plusieurs semaines. Et la biopsie hépatique. Alors, la biopsie hépatique est souvent de réalisation difficile chez des patients jeunes, des patients en pédiatrie avec des atteintes parfois neurologiques. Mais on la fait quand même si le diagnostic n'est pas fait avec les autres tests non invasifs. Alors, les lésions ne sont pas spécifiques. Précocement, on a souvent une stéatose minime, macro-microvésiculaire, une nécrose focale. On peut avoir un aspect d'hépatite chronique et souvent associé à une cirrhose. Et cet aspect peut être très trompeur avec une NASH ou une hépatite auto-immune. Alors, quand on fait la biopsie hépatique, on fait un dosage du cuivre intrahépatique, et quand ce dosage du cuivre intrahépatique est très élevé, au-delà de 4 micromoles par gramme de foie, cela signe le diagnostic. La coloration à la rhodanine, globalement, on le fait, mais elle est souvent très hétérogène, et ce n'est pas un excellent marqueur diagnostique. Alors, en ce qui concerne le bilan cuprique, classiquement, la céruloplasmine est basse ou effondrée, la cuprémie totale est basse, la cuprurie des 24 heures est très souvent augmentée, voire parfois très augmentée, le cuivre hépatique, comme je vous ai dit, est très augmenté, mais souvent, pour aider finalement à aller plus vite au diagnostic, parce que c'est un faisceau d'arguments, on a mis au point, il y a une nouvelle technique de dosage du cuivre toxique qui a été mise au point. Donc, depuis 2009, il y a une nouvelle technique qui permet le dosage du cuivre libre, indépendant de la céruloplasmine, et ça est un bon reflet du cuivre toxique circulant. Ensuite, on a calculé le rapport entre le cuivre échangeable et le cuivre total. Quand le cuivre, donc le REC, quand le REC est élevé,
Au-delà des 18%, cela globalement signe le diagnostic avec une excellente sensibilité et spécificité. Donc le REC est un outil important actuellement, avec pas mal d'années d'expérience, plus de 10 ans. C'est un outil important surtout pour le diagnostic et le dépistage. Le cuve échangeable est globalement utile est très utile plutôt finalement pour le suivi des patients. Globalement, quand le cuve échangeable est très élevé, c'est un témoin finalement surtout de diffusion de la maladie et d'une atteinte même souvent extra-hépatique de la maladie. Au-delà d'un certain seuil, il y a souvent une atteinte neurologique associée. Alors ça, je vous ai mis une publication récente sur la mesure directe de la protéine ATP7B, donc une publication toute récente. Globalement, c'est une technique avec du sang séché, un anticorps pour révéler, et une mesure par spectrophotométrie, et la diminution de l'ATP7B était associée au diagnostic. Voilà. Pour l'instant, ça reste encore fastidieux, mais probablement c'est une nouvelle technique qui sera utile dans l'avenir. Alors, le diagnostic vient ensuite être confirmé par la génétique. Alors, je vous ai dit, il y a beaucoup de mutations. C'est fastidieux comme analyse génétique. Il y a beaucoup de mutations. Chaque année, on en découvre d'autres. On était à 300, 600, actuellement probablement 900. Il y a des mutations, des délétions et des insertions. Globalement, l'analyse permet dans la plupart des cas de répondre au diagnostic, mais elle ne confirme pas toujours le diagnostic. Il s'agit essentiellement de formes d'hétérozygotes composites dans les 2/3 des cas, 26% d'homozygotes. Une seule délétion, ça c'est l'expérience française, une seule délétion a été mise en évidence chez 6,2% des patients et il n'y a pas de mutation retrouvée chez 2,4% des patients. Alors, comment on prend en charge des patients atteints de maladie de Wilson? Alors, globalement, le traitement doit être poursuivi à vie. Il y a deux familles de traitements. Il y a le groupe des chélateurs qui entraîne donc une élimination du cuivre dans les urines et le zinc. Alors, on commence par les chélateurs. Il n'y a pas vraiment d'études comparatives entre les deux. Le chélateur classique de première intention, c'est la dépénicillamine, c'est un bon chélateur qui marche bien dans les formes symptomatiques. Malheureusement, il est associé au bout d'un certain temps à de nombreux effets secondaires et on est obligé de l'arrêter dans environ 30% des cas au bout d'un certain temps. Les sels de triantine, alors classiquement il y avait la triantine en ATU, maintenant il y a eu des produits qui ont été commercialisés. Alors la triantine ancienne va s'appeler, et commercialisée, s'appelle Cufence. Elle est conservable à 4 degrés. Et depuis à peu près 3 ans, on a mis en évidence, il y a le Cuprior qui a été commercialisé et qui se conserve à température ambiante, ce qui est quand même un peu confortable. Et on commence à avoir maintenant une petite expérience. Il y a l'étude Kellet qui a été présentée à l'ESL, qui fait preuve de non-infériorité par rapport au Trolovol. Alors, il y a quand même des adaptations de posologie par rapport aux données initiales. Il y a des nouvelles recommandations pour les adaptations de posologie. On était probablement un peu sous-dosé lors du début de la prise en charge avec le Cuprior. Ensuite, le zinc. Alors, le zinc, c'est un médicament qui a un mécanisme différent, qui diminue l'absorption digestive du cuivre et donc qui modifie l'équilibre et qui inverse la balance vers moins d'absorption et moins de stockage de cuivre. Il est recommandé de première intention, surtout dans les formes asymptomatiques ou les formes polysymptomatiques. Et globalement, c'est surtout chez les patients chez qui on fait un screening familial et on découvre des maladies asymptomatiques. Alors, les grandes règles de traitement, on conseille un régime pauvre en cuivre. Pauvre en cuivre, c'est globalement pauvre en chocolat noir, c'est pas embêtant, pauvre en noix et en abat. Le traitement doit être poursuivi à vie, même pendant la grossesse. Alors, classiquement, il y a des consensus qui disent qu'il faut diminuer le traitement d'environ 1/3. Finalement, c'est un consensus, mais qui ne repose pas sur des réelles données scientifiques. Il faut suivre l'efficacité thérapeutique. Par exemple, sur l'image que vous montrez, la diminution de la note Kayser-Fleischer. Il faut bien contrôler l'efficacité. Il faut savoir que tout arrêt de traitement peut être associé à une aggravation de la maladie dans des délais variables. Et cette aggravation ne répond pas toujours à la reprise du traitement. Il faut bien s'assurer d'une bonne compliance. Et c'est souvent, comme dans beaucoup de maladies chroniques, en particulier chez des gens jeunes, c'est un problème majeur, la compliance.
Et on a à peu près 30% de patients qui sont non compliants, et en particulier chez les patients présymptomatiques. Alors, la transplantation hépatique est indiquée en cas de forme sévère d'hépatopathie, donc dans les insuffisances hépatiques sévères qui ne répondent pas au traitement. Chez les patients avec une cirrhose décompensée ou qui ne s'améliorent pas sous traitement, très souvent on s'aperçoit qu'il y a quand même des problèmes de compliance. Elle est indiquée chez les patients avec une insuffisance hépatique fulminante. Ce sont des indications actuellement qui sont bien validées, même si c'était dans les premiers cas de transplantation mondiale. Elles ont été décrites avec des patients atteints de maladie de Wilson. Il y a actuellement des scores pronostiques qui peuvent aider, avec le score de laser, qui peut aider à prendre la décision pour aller vers la transplantation hépatique. Alors, l'expérience française a été rapportée par l'équipe, par Olivier Guillot. Vous voyez ici que les patients transplantés, les formes fulminantes, subfulminantes étaient un peu plus jeunes que les formes, survenaient chez les patients plus jeunes que chez les formes globalement chroniques. Et on peut dire que les pronostics après transplantation hépatique étaient excellents, que ce soit chez les patients avec une forme chronique ou avec une forme fulminante ou subfulminante. Probablement aussi que ce sont des patients qui arrivent globalement jeunes, avec peu de comorbidité, et les pronostics après sont globalement excellents. En ce qui concerne la transplantation hépatique pour les formes neurologiques sévères, on a rapporté l'expérience française de 18 patients avec des formes sévères, malgré un traitement bien conduit. Alors, ces patients accédaient à la greffe. Le but, c'était de corriger le trouble avec un nouveau foie, un nouveau métabolisme. Donc, les patients accédaient à la greffe par une procédure accélérée. Ils avaient une évaluation de l'handicap avant et après la transplantation hépatique. La survie de ces patients était à 5 ans de 67%. On a eu 4 décès. Et globalement, les patients qui sont décédés, c'était des patients avec des formes akinéto-hypertoniques très sévères, avec des scores de gravité très sévères. Et tous ces patients avaient la particularité d'avoir fait une infection pulmonaire avec un passage en réanimation avant la transplantation. Donc, c'est probablement pour ces patients pour lesquels il faut être peut-être réticent pour aller à la greffe. Globalement, en ce qui concerne le handicap après la greffe, chez les patients qui ne sont pas décédés, la plupart, globalement, s'en sont améliorés. Alors, l'amélioration n'est pas complète, mais en tout cas, il y a une amélioration qui parfois était spectaculaire. Et chez 2 patients, l'amélioration était vraiment très modeste. Globalement, donc, la transplantation hépatique doit être discutée au cas par cas chez ces patients qui sont non répondeurs à des traitements bien conduits. Alors, il y a quelques nouveautés. Actuellement, il y a 2 nouveaux chélateurs qui sont dans les pipelines. Il y a le tétrathiomolybdate, qui est un puissant chélateur, mais également qui réduit l'absorption intestinale du cuivre et forme un complexe entre le cuivre et l'albumine. Il y a une étude internationale actuellement en cours. Il y a un chélateur du cuivre qui agit au sein de l'hépatocyte avec une excrétion du complexe dans la bile d'un autre chélateur. Il y a des essais de thérapie génique qui sont en cours. Les premières études chez l'animal sont prometteuses, avec une expression du transgène dans les hépatocytes, une réduction du cuivre hépatocytaire, une amélioration de la fibrose et de la cytolyse. Il y a des essais de phase 1-2 qui sont débutés qui sont déjà débutés aux États-Unis. Il y a des essais également qui vont bientôt débuter en Europe. Alors, je vais conclure en disant que la maladie de Wilson est une maladie rare, un peu particulière, qu'il y a un trouble du métabolisme du cuivre. Donc, initialement, la maladie est hépatique, mais elle devient ensuite multisystémique. Le diagnostic est parfois difficile, je vous dis, notamment quand il y a des atteintes psychiatriques. Le potentiel est très variable. C'est une maladie génétique pour laquelle on dispose de traitements. Il y a des traitements chélateurs. En cas d'aggravation, il y a la possibilité de la transplantation hépatique. Comme toute maladie chronique, il y a nécessité de suivi des patients à vie avec l'observance du traitement. Il faut dépister les complications qui peuvent être liées à la maladie, mais les complications également qui peuvent être liées au traitement. Donc, il y a encore de nombreuses interrogations qui persistent. Pourquoi il y a des différences, avec un même gène, il y a des différences phénotypiques. Quelles sont les limites de la déplétion? Pourquoi certains patients s'aggravent lors de l'initiation du traitement? Il y a encore beaucoup de questions qui sont non résolues. Il y a des nouveaux traitements qui sont prometteurs. Et je vais conclure en vous encourageant à lire le PNDS qu'on a établi avec le centre de référence. Et globalement, il est très bien fait, très fourni, et il répond globalement aux questions que je vous ai parlé aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.
Merci Rodolphe. Il y a pas mal de questions sur le chat, en attendant les questions dans la salle. La plupart des questions portent sur le REC. La première question, c'est est-il facile de réaliser en pratique le REC ? Et quand recommandes-tu de faire le dosage du cuivre échangeable et du REC ? Donc en fait, la question est vraiment sur, tu as dit tout à l'heure que le REC était utilisé essentiellement, le cuivre échangeable, pour la surveillance des patients en traitement après le diagnostic, puisque c'est important pour le diagnostic. Est-ce que tu peux préciser ces deux éléments, où on le fait, et quand on le fait pour la surveillance, quel est le niveau, le pourcentage de REC auquel tu es satisfait par rapport à ton traitement par Trelevolol ou Cuprior ? Alors, le REC se fait dans pas mal actuellement dans une dizaine de laboratoires en France. Il y a 2 laboratoires principaux, c'est à la Riboisière à Lyon, qui ont étalonné, qui ont mis en place le protocole. Mais il y a plusieurs laboratoires en France qui sont actuellement en train de valider la technique. Donc, il y a, je sais qu'il y en a à Limoges, je n'ai pas toutes j'ai pas toutes les villes en tête, mais globalement, ça se fait. Et alors, pour répondre à la question, j'insiste sur le fait que le REC est vraiment un outil intéressant pour le diagnostic, pour le dépistage familial. En ce qui concerne le suivi, là, c'est globalement plus intéressant d'utiliser le cuivre échangeable. Et globalement, les éléments importants pour le suivi, c'est le cuivre urinaire et le cuivre échangeable. Le cuivre échangeable donne un bon reflet de ce qui s'est passé justement sur les jours précédents, et avec le cuivre urinaire. Et comme ça, on peut adapter, on peut savoir si on sous-traite, on sous-traite, etc. Alors, la question qui est posée, parce que c'est aussi mal indiqué dans le rapport de l'HAS, c'est très bien d'utiliser le cuivre urinaire. Quels sont les seuils d'efficacité ? Avec un traitement chélateur, les recommandations globalement sont de l'ordre de 3 à 6 micromoles. Mais bon, c'est à voir. Globalement, ça dépend si on est en début de traitement ou si en phase d'équilibre. Mais globalement, si en phase d'équilibre, on est entre de l'ordre de 3 à 6 micromoles par litre, par 24 heures, excusez-moi, par 24 heures, alors qu'en début de traitement, on peut avoir des excrétions beaucoup plus importantes. Et là, le REC peut aider, parce que si le REC reste élevé, on peut poursuivre pas le REC, oui, le cuivre échangeable, pardon. Alors, question courte, réponse courte. Cuprior, posologie de tolérance. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. La tolérance est globalement bonne. La posologie, il y a des abats qu'on peut faire passer. Globalement, les recommandations qui ont été faites au début étaient différentes des recommandations